Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Émilie. Émilie, tu m'as envoyé un mail, tu as 34 ans, tu habites à Bordeaux et tu cherches à investir sur le Nord-Gironde. Bienvenue à toi dans un premier temps. Et tu me poses une série de questions sur le thème du vice caché. Parce que, voilà, apparemment, tu aimes les maisons en pierre, les maisons anciennes, mais tu as peur de te faire avoir. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut regarder dans la maison pour justement éviter de te faire avoir ou pas, voir s'il y a des choses à regarder plus que d'autres, les combles. Si jamais tu trouves un vice caché, est-ce qu'il y a des moyens de se retourner contre le vendeur ou pas? Donc voilà, dans cette vidéo, je vais te répondre. Alors, c'est pas un sujet très facile parce que voilà, chaque bien est différent, chaque problème est différent et voilà, il peut y avoir aussi voilà, une part d'interprétation. Donc, c'est très compliqué de répondre à cette question de manière précise. Donc, on va vraiment rester dans la globalité. Donc on va dans un premier temps voir qu'est-ce que c'est vraiment juridiquement un vice caché, comment faire si tu en trouves un, quels sont les recours que tu as, s'il y en a, et enfin je te donnerai quelques conseils en fin de vidéo, des choses vraiment clés à vérifier dans le bien que tu projettes d'acheter pour voir si vraiment les fondamentaux sont respectés. Après, comme son nom l'indique, un vice caché et caché, donc voilà, dans les visites ça peut être compliqué de le voir, mais bon, en regardant vraiment, en respectant les fondamentaux, en regardant vraiment les gros points sensibles à vérifier dans une maison, normalement on doit pouvoir s'en sortir et éviter vraiment les gros problèmes. Allez, je te dis à tout de suite. Comme d'habitude, avant de démarrer, tu vas trouver dans la description de la vidéo les deux liens qui vont bien. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu vas trouver un lien pour les vendeurs et un lien pour les acheteurs. Si vous avez un projet d'achat ou de vente sur le Nord-Gironde, vous allez pouvoir télécharger des documents que j'ai créés rien que pour vous aider dans vos projets. Si vous avez besoin d'un avis d'ailleurs, c'est pareil, je me déplace partout sur le Nord-Gironde. C'est totalement gratuit. Allez, on attaque avec le vice caché. Alors, qu'est-ce qu'un vice caché? Un vice caché, c'est tout simplement les défauts donc, qui sont cachés, donc non apparents, on va dire à l'œil nu, et qui rendent vraiment le bien impropre à son usage et qui va vraiment diminuer fortement la valeur du prix. En gros, c'est un défaut que si tu l'avais découvert pendant les visites, en fait, tu n'aurais pas acheté ou tout simplement pas acheté à ce prix-là. Donc, on parle vraiment de quelque chose de grave, hein, tu vois. Je te donne un exemple. Si par exemple tu achètes et que le vendeur a laissé le lave-vaisselle et que tu l'allumes quand tu achètes, quand tu aménages et que ça marche pas, c'est pas un vice caché. Hein, tu vois, t'avais qu'à le vérifier pendant la visite. Donc on parle vraiment de quelque chose de grave. Donc vraiment les grandes règles, c'est caché, donc non apparent, non visible à l'œil nu. Le vice doit être antérieur à la vente, c'est-à-dire qu'il doit exister évidemment avant que tu aies acheté le bien. Et enfin, il doit compromettre l'usage vraiment du bien, c'est-à-dire que si tu en avais eu connaissance avant d'acheter, donc pendant les visites, tu n'aurais pas acheté ou du moins pas acheté à ce prix-là. Ça, c'est vraiment les règles de base, c'est la théorie, c'est l'article 1641 du Code civil qui prévoit que donc le vice est antérieur à la vente, il doit être grave, compromettre l'usage du bien. Donc ça va être, je vais te donner des exemples de vices graves auxquels tu peux être confronté, donc auxquels il faut faire attention. Ça peut être une absence d'eau courante, ça peut être un défaut d'étanchéité de la toiture, ça peut être des fondations défectueuses, ça peut être une charpente complètement détruite, tu vois, si tu fais pas gaffe, si tu montes pas dans les combles, voilà, tu pourras pas le savoir. Donc voilà, ce sont vraiment des choses très très graves. Alors, dans les vices cachés, il y a deux grandes familles, on va dire. Il y a la famille où le vendeur est au courant et la famille où le vendeur n'est pas au courant. Parce que très souvent, dans la tête des gens, on dit « Ouais, si j'ai découvert ça, je vais vous attaquer, c'est un vice caché, vous étiez au courant. » Mais le vendeur, c'est possible qu'il soit de bonne foi, tu vois, ça se trouve, effectivement, je dis une bêtise, peut-être qu'il y avait un mur avec une énorme fissure dedans, qu'il y avait un énorme meuble devant et que finalement le vendeur ne le savait pas. Ça peut arriver, tu vois, c'est caché, c'est pas visible pendant les visites et le vendeur, il n'est pas au courant. Donc, on va parler d'une clause que met les notaires dans le compromis, ça s'appelle la clause d'exonération de la garantie des vices cachés. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, si le vendeur il n'est pas au courant en fait et que tu peux pas prouver qu'il est au courant, tu achètes le bien en l'état. En gros, la clause elle veut dire ça. Donc avec ses avantages et ses inconvénients.
D'accord? Cependant, si tu arrives à prouver que le vendeur était au courant ou qu'il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant, par exemple, je dis une bêtise, moi, des toilettes qui refoulent, un problème sur l'assainissement, tu tires la chasse, ça remonte, là, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Là, cette clause, finalement, elle tombe, elle ne peut plus protéger le vendeur. Je te parle de cette clause, Émilie, tout simplement parce que le code civil, il dit que tout simplement, le vendeur, que ce soit pour l'immobilier ou n'importe quoi, ou pour une voiture d'ailleurs, est tenu de la garantie des vices cachés. Mais les notaires mettent quasiment tout le temps justement cette clause d'exonération de la garantie des vices cachés pour protéger le vendeur. En gros, parce que sinon, à mon avis, il y aurait des procès à tout va, surtout pour les maisons anciennes. Donc, ça veut dire tout simplement que si tu ne peux pas prouver que le vendeur était au courant ou qu'il ne pouvait pas ne pas être au courant, en fait, tu n'as pas vraiment de recours contre le vendeur. Cette clause, elle veut vraiment dire, en gros, que tu achètes en l'état. Donc, que faire si tu découvres quelque chose de grave, un vice caché? Alors déjà, il faut que tu saches que pour découvrir un vice caché, tu as 30 ans suite à ton achat et tu as 2 ans suite à la découverte du vice caché pour engager une procédure. Alors, c'est des délais qui sont très longs. Évidemment, je t'invite à ne pas attendre 30 ans ou 28 ans si tu découvres un vice caché parce que au fil des années, les preuves disparaissent et puis forcément, ton argumentaire aura certainement moins de poids. Mais bon, c'est la loi, effectivement. 30 ans après l'achat pour justifier, pour prouver le vice et 2 ans après la découverte du vice sous preuve pour attaquer. Donc, tu découvres un vice caché chez toi, quelque chose de grave. Là encore, il va y avoir 2 cas de figure, hein. Soit le vendeur est au courant, soit il n'est pas au courant. Si le vendeur ne peut pas être au courant, que tu ne peux pas le prouver, t'es pas bien parce que tu as acheté le bien en l'état et qu'il y a cette clause justement d'exonération. Donc la seule solution, c'est d'appeler le vendeur et essayer de trouver une solution à l'amiable. Personnellement, je n'en vois pas d'autre. Maintenant, si tu peux prouver que le vendeur était vraiment au courant et qu'il ne pouvait pas dire je n'étais pas au courant, qu'il a vraiment dissimulé le vice et que c'est flagrant, toujours pareil, je vais t'inviter à contacter le vendeur, à négocier avec lui, à trouver un arrangement d'abord tranquille, à l'amiable. S'il veut rien savoir, tu commences à envoyer des recommandés, voilà, pour lui dire que tu as découvert ça. Donc, tu commences à rentrer dans la traçabilité, il y a des écrits. Et s'il veut toujours rien savoir, après, il n'y a plus qu'à saisir la commission de conciliation ou après, à défaut, le juge. Et là, tu pars sur une procédure longue et coûteuse. Et après, ça sera le juge qui tranchera votre conflit en fonction du défaut. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que chaque défaut est unique, chaque défaut est différent. Ça dépend d'énormément de choses. Mais en tout cas, si tu peux prouver que le vice était antérieur à ton achat, que le vendeur ne pouvait pas être au courant et que vraiment, si tu prouves que si tu avais eu connaissance de ce défaut, tu n'aurais pas acheté ou du moins pas à ce prix-là, j'ai envie de dire, tu es plutôt bien parti. Mais encore une fois, tant que, entre guillemets, le jugement n'est pas tombé, on ne peut pas savoir. Alors là, tu vois, je parle des choses techniques vraiment dans la maison, mais c'est pas forcément, ça peut être aussi des choses extérieures à la maison. Ça peut être par exemple, je dis une bêtise, une servitude par exemple qui aurait été oubliée dans les actes. Si le vendeur sait très bien qu'il y a un droit de passage sur son terrain, que ça a été oublié dans les actes et qu'il ne te le dit pas, ça peut être également considéré comme un vice caché. Si tu achètes une maison sur une colline avec une vue panoramique fantastique et que vraiment le vendeur, il était au courant que dans les mois à venir ou semaines, il y allait avoir une énorme usine qui allait se construire devant chez toi et que tu peux prouver qu'il était au courant qu'il y a une traçabilité, là aussi, ça peut être considéré comme un vice caché. Donc, un vice caché, ça peut être sur des parties techniques vraiment liées aux installations de la maison, mais ça peut être aussi sur des phénomènes extérieurs et environnementaux. Voilà. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Voilà, c'est au cas par cas. C'est en fonction de si le vendeur est au courant ou pas, si tu peux prouver qu'il est au courant ou pas. C'est très complexe. Maintenant, pour éviter tout ça, parce que on va dire que le meilleur des remèdes, c'est la prévention. Alors, en tant que vendeur, je vais commencer par toi. Tiens, en tant que vendeur, si tu vends un bien que tu sais ancien qui peut avoir des petits défauts, je t'invite à ne rien cacher à l'acheteur. Tu lui dis tout. Vaut mieux que tu mettes peut-être un peu plus longtemps à vendre
voire peut-être un poil moins cher, mais en contrepartie que tu puisses dormir sur tes deux oreilles. Enfin, du moins, c'est ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas la tienne, hein, je te juge pas, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, le sommeil, pour moi, c'est important et je préfère dormir sur mes deux oreilles plutôt que d'avoir un acheteur qui découvre quelque chose et qui me mette au tribunal. Donc vraiment, je t'invite à tout dire à l'acheteur et à tout marquer dans le compromis. Le notaire, il est vraiment là aussi pour sécuriser la transaction. Et si tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois, qui va pas dans la maison, que tu l'as dit pendant les visites, tu vois, et que l'acheteur, il t'a dit qu'il n'y avait pas de problème, marque tout dans le compromis, tu seras couvert. Il n'y a que ça d'ailleurs, vraiment, qui pourra te couvrir à 100%. Du côté acheteur, bah là, je vais t'inviter vraiment à tout vérifier dans la maison. Tu montes, alors le plus important, tu vas monter dans les comptes, tu demandes les factures, tu demandes l'entretien de la chaudière, tu demandes vraiment un maximum de documents écrits qui prouvent l'entretien du bien, le ramonage du poêle, par exemple, s'il y en a un. D'ailleurs, ça commence à chauffer là. Donc surtout très important, tu montes dans les comptes, tu vas vérifier la toiture, tu vas vérifier la charpente. Alors, pour la charpente, c'est un peu différent parce qu'il y a normalement, si la charpente, il y a un diagnostic termite. Voilà, quand ce qui concerne les termites, tu as un diagnostiqueur. Donc, s'il y a des traces de termites, tu vois, dans la charpente, normalement, ça sera inscrit sur le rapport. Donc là, c'est un peu différent. Cependant, ça peut arriver, je l'ai déjà vu, que sur de la charpente, en fait, la charpente soit intacte. Par contre, tu passes le doigt dedans, c'est-à-dire que tout l'intérieur de la charpente était complètement bouffé par les termites, mais de l'intérieur. Et là, le diagnostiqueur l'avait pas vu. Alors là, bon, c'est plus ou moins la responsabilité du diagnostiqueur. Normalement, le vendeur est déchargé parce qu'il y a un diagnostic, mais en tout cas, c'est quand même l'acheteur qui a eu son problème et qui avait toute une charpente à refaire. Donc là, c'est pareil, tu t'engages dans des procédures. Je te jure, la charpente, elle était intacte. C'était une belle charpente, une belle longère en pierre là à Saint-Christoï-de-Blaye, ou tu sais, des charpentes vraiment qui traversaient toute la pièce dans les combles. Et, parce qu'avant, tu te doutes que voilà, c'était carrément des arbres quoi, dans les charpentes. Et en fait, la charpente était nickel. Et j'étais arrivé avec un tournevis et je passais à travers, quoi. Je rentrais comme du beurre. Et là, effectivement, c'est caché parce que c'est pas visible à l'œil nu. Il faut vraiment, voilà, qui met un tournevis dans une charpente aujourd'hui quand il visite un bien? Personnellement, c'est rare. Donc effectivement, voilà, la charpente, j'insiste vraiment sur les combles. Il faut vraiment que tu affûtes ton œil en visitant plusieurs biens, parce que Émilie, je pense que tu vas pas visiter qu'un seul bien. Donc il faut vraiment que tu poses énormément de questions aux vendeurs, que tu demandes toutes les factures, l'entretien, que tu visites vraiment tout ce qui a visité les caves, pardon. S'il y en a, parce que c'est souvent aussi qu'on retrouve des caves ou des sous-sols dans les grosses maisons en pierre, tu vérifies tout. Et là, normalement, tu mets plus de chances de ton côté pour justement limiter les chances de te faire avoir. Et même en vérifiant tout, encore une fois, on n'est pas dans la maison, on peut pas tout vérifier. Ça serait vraiment trop compliqué. Ce que tu peux faire également, si vraiment tu connais personne dans le bâtiment, c'est faire venir des entreprises, tu vois, si tu as un doute sur la toiture ou la charpente ou les huisseries. Donc voilà, tu peux faire venir des entreprises pour avoir des devis. Ça pourrait aussi te servir après plus tard pour la négociation. Si tu as le moindre doute, de toute façon, voilà, fais venir un professionnel qui te donnera son avis d'expert. Parce que tout simplement, si tu achètes et qu'après tu as des problèmes, moi je vois justement des propriétaires qui sont vraiment dans la merde parce que tout coûte cher. Tu changes la moindre fenêtre, ça va te coûter un bras. Donc il faut vraiment le prévoir en amont dans ton projet et vraiment prendre le projet dans la globalité et encore une fois vraiment tout vérifier. Alors après, si tu découvres quelque chose, si tu peux prouver que le vendeur était au courant ou qu'il ne pouvait justement ne pas être au courant, les choses que tu peux demander après, ça va être soit une diminution du prix, ou à défaut, carrément, si c'est trop grave, carrément l'annulation de la vente. Donc là, je me retourne vers toi, vendeur. C'est pour ça que si tu t'amuses à mentir à l'acheteur et qu'il le prouve, tu vas devoir en fait tout simplement rembourser la maison à ton acheteur. Si vraiment ça va jusqu'au procès et que tu perds, ça peut aller jusqu'à là. Donc toi, de ton côté, d'ailleurs des deux côtés, que tu sois vendeur ou acheteur, protégez-vous et marquez le maximum de choses dans le compromis. Au moins, il y a une traçabilité, c'est écrit. On ne peut pas dire que l'acheteur n'était pas au courant ou le vendeur. Tout est carré, le notaire est là pour aussi sécuriser la vente. Moi aussi d'ailleurs, je suis là pour sécuriser la vente. Et si
l'acheteur découvrait quelque chose alors que c'est moi qui ai fait la transaction, je pourrais aussi être attaqué pour défaut de conseil. Donc en ce qui me concerne, c'est vrai que je vérifie toujours tout dans la maison, du moins j'essaye quand c'est possible pour vraiment sécuriser au mieux les deux parties. Voilà, écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu vois, c'est pas un sujet facile parce que voilà, on rentre vraiment dans le juridique et que on n'est jamais sûr entre guillemets de la sentence. Donc je suis resté vraiment très vaste, voilà, pour surtout te donner les conseils pour vraiment tout bien vérifier. Ce qu'il faut partir du principe, c'est que si le vendeur cette clause d'exonération de la garantie des vices cachés, elle est quasiment tout le temps inscrite dans les actes. Et si tu ne peux pas prouver que le vendeur n'était pas au courant, et ben du coup, tu peux quasiment rien faire, tu achètes en l'état. Maintenant, si tu peux prouver, c'est différent. Encore une fois, tu peux engager une procédure longue et coûteuse. Donc la prévention, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment de tout vérifier au mieux possible. Si tu ne peux pas toute seule, fais-le avec des experts, avec des professionnels du bâtiment. Au moins tu pourras te sécuriser au maximum. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à apporter un gros pouce bleu à l'édifice. Si vous avez été victime d'un vice caché, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, et si vous avez fait un procès ou pas, si vous avez perdu, gagné, peut-être que ça pourra aider Émilie et peut-être que ça pourra aider d'autres personnes encore qui regardent la vidéo. Vous êtes de plus en plus, là, à chaque fois que je poste une vidéo, maintenant on fait minimum en 3-4 000 vues. Donc je vous remercie pour cette fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao!